participants qui sont connectés. On va commencer la session dans 5 minutes. Cette session va porter sur le module 9, qui est la surveillance électronique. À tout à l'heure. Bonjour, chers participants. Merci d'être connectés pour la dernière session de la formation sur la surveillance intégrée de la maladie et réponse. On voit que les participants commencent à se connecter. On va devoir commencer dans 2 minutes, si vous le permettez. Merci pour votre petite patience et dans 2 minutes, on va démarrer. Merci.
OK. Merci, chers participants. Bonjour à tous, bonjour, chers facilitateurs. Nous allons commencer la session de formation virtuelle sur la surveillance intégrée de la maladie et réponse en son module 9 intitulé la surveillance électronique. Pour commencer, est-ce que l'écran défile? Donc, pour commencer, je vais vous présenter les facilitateurs qui vont être avec vous pour animer cette session. Il s'agit de moi-même, Dr Abdoulaye Yam. Je suis de l'OMS et je travaille au niveau du bureau régional d'Afro. On aura avec nous tout au long de cette séance-là Dr Mathias Mossoko, qui est au niveau du ministère de la Santé de la RDC. Il va s'occuper des questions en rapport avec les questions et réponses. Vous avez les facilitateurs de la session qui sont Dr Primus Kodjedo, qui est de l'OMS et qui travaille au Hub de Dakar. Vous avez le Dr Mamadou Baldé qui est à l'OMS en Guinée. Vous avez Dr Emilienne Ebouangueta qui est au niveau du ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire. Vous avez Dr Mathias Obio qui est au niveau du ministère de la Santé de la Côte d'Ivoire. Dr Ambroise Ané au ministère, à l'OMS au niveau de la Côte d'Ivoire, bureau pays Côte d'Ivoire. Et Dr Yves Kouadioba qui est au niveau de l'OMS et qui travaille dans le bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire. Donc, on aura une session avec vous qui va durer 90 minutes. Donc, on va vous donner des informations en rapport avec l'utilisation du Zoom. La session qu'on va organiser aujourd'hui ne sera pas 2 sessions de 90 minutes, mais ce sera seulement une session de 90 minutes. Cette session sera enregistrée et vous aurez la latitude de pouvoir avoir cet enregistrement-là après la session par email, on va vous la transférer. Je vous informe déjà qu'il n'y aura pas d'interprétation parce que cette session-là est faite pour les francophones, donc il n'y aura pas besoin de faire de la traduction. Dans les 48 heures, vous aurez l'enregistrement des échanges qu'on aura autour de ce module-là, ainsi que les diapositives qui vous seront partagées. On vous l'avait dit dans les premières sessions que chaque participant recevra un certificat de participation à la fin de toutes les sessions. J'ose croire que ceux qui sont là ont été assidus pendant toute la période de formation, ce qui va faciliter l'obtention de ce certificat de participation qu'on vous enverra certainement par mail après cette session dans les jours à venir. Pour ce qui est de ce module, c'est le module 9, excusez-moi, c'est le module 9. Nous vous conseillons de l'avoir à portée de main pour tout le long de cette session. Pour l'utilisation du chat, vous avez une icône chat qui vous permettra de poser vos préoccupations administratives et techniques. C'est l'icône que vous avez ici. Vous aurez une autre icône qui est la question et réponse Q&A. C'est là que vous allez poser les questions en rapport avec le module qu'on va dispenser tout à l'heure. Et Dr Mathias Mossoko va se faire le plaisir de recenser toutes les questions pertinentes pour qu'on puisse les traiter ensemble pour une meilleure compréhension si vous avez des préoccupations particulières par rapport au déroulement de cette formation-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le module va durer 90 minutes. On va vous présenter d'abord les buts et objectifs du module. Ensuite, Dr Primus et Dr Baldé vont vous entretenir dans la première partie sur les définitions clés, sur la justification et l'avantage de la surveillance électronique, ainsi que des principes directeurs. Suivra ensuite une session qui sera animée par Dr Mathias Obio et Dr Emilienne autour de l'utilisation de la SMIR, des rôles et responsabilités, de la supervision. Et ensuite, après, Dr Mathias Obio se fera le plaisir de faire une démonstration de l'utilisation d'un outil de la surveillance électronique qui est utilisé actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Après cette démonstration, il y aura la série de questions et réponses
que Dr Mathias Obio, Mathias Mossoko se fera le plaisir de partager avec nous et ensuite on va clôturer la session après les 90 minutes. Je vais me faire le plaisir de partager avec vous les objectifs. Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, pour ce qui est des objectifs de ce module, on veut vous présenter à vous en tant que participant l'utilisation. Vous voyez mon écran? Non, pas encore, on vous voit vous-même. Pas encore. C'est vous-même qu'on voit. OK. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Encore. Voilà. Oui. Mon diaporama. OK. C'est un mode diaporama. C'est bon? OK. Donc, pour ce module, l'objectif de ce module, c'est de vous présenter en tant que participant l'utilisation des outils et les plateformes électroniques qui sont utilisées dans la région africaine, dans la mise en œuvre des activités de surveillance intégrée de la maladie et réponse. Et nous espérons que d'ici la fin de cette session, avec les interactions que nous aurons avec vous, tous les participants seront en mesure, de définir et de comprendre qu'est-ce que le système de surveillance électronique, comprendre aussi quelles sont les étapes nécessaires dans la mise en place d'un système de surveillance électronique dans nos pays, mais aussi dans nos pays et particulièrement au niveau le plus opérationnel qui est le district. Aussi, voir comment est-ce qu'à la fin, vous comprendrez l'utilisation des outils et plateformes électroniques pour faciliter les activités de surveillance intégrée de la maladie et réponse. Rappelez-vous toujours qu'on avait dit que la surveillance, c'est de l'information pour de l'action. Il est important que les informations arrivent à temps réel et la surveillance électronique est un des outils qui nous permet d'avoir les informations à temps réel. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Dr Primus pour vous entretenir de la suite. Dr Primus, vous avez la parole. Bonjour, Dr Lam. J'espère que vous m'écoutez. C'est bon? Oui, on vous entend bien. OK, merci beaucoup. Chers participants, bonjour. Donc, à la suite de Dr Baldé, je vais vous entretenir sur la surveillance électronique, donc l'apport des TIC pour l'amélioration de la santé publique, ainsi que la différence entre la ISMR et la cybersanté. Les autres collègues, Dr Mathias, vont beaucoup plus faire une illustration de la mise en place de la surveillance électronique. Donc, sans plus tarder, chers collègues, sur quoi repose le système de surveillance électronique? Il faut d'abord savoir que le système ISMR, donc la surveillance électronique ISMR, s'appuie sur des systèmes d'information standardisés, interopérables et interconnectés administrés dans un contexte national. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? C'est-à-dire que le système ne doit pas être différent d'un niveau à un autre du même pays. Donc, ça doit être fait sur des outils standardisés, donc même outil. Ce système doit être mis en place de telle manière que ça doit être interopérable. Donc, celui qui notifie, par exemple, dans un département X et l'autre qui notifie dans un département Y, l'information pourra être facilement utilisée par celui qui doit, par exemple, le responsable de la surveillance pour pouvoir prendre action ou le responsable de la surveillance au niveau régional ou départemental. Ou ce système que nous voulons mettre en place doit pouvoir être interconnecté, c'est-à-dire s'il y a un système qui est mis en place par le système d'information sanitaire dans le pays ou un programme qui met en place un système de collecte électronique, notre système de surveillance doit pouvoir être interconnecté avec ça afin de pouvoir réduire le temps de collecte d'urgence. Et ça doit être mis en place sur toute l'étendue du territoire national. Ce système doit pouvoir nous permettre de pouvoir mettre en place le principe même de la surveillance, comme l'a dit tout à l'heure Dr Yam. Donc, doit pouvoir nous permettre de pouvoir avoir l'information à temps réel pour pouvoir prendre l'action. Donc, ce système doit nous permettre de pouvoir collecter les données,
doit pouvoir nous permettre de pouvoir générer des dashboards, de pouvoir faire facilement, rapidement de l'analyse sommaire avant de pouvoir le faire approfondi avec des logiciels plus spécialisés. Ce système doit pouvoir nous permettre de pouvoir faire la notification et de pouvoir utiliser ces informations à temps réel pour pouvoir prendre des actions appropriées. Qu'est-ce que la surveillance électronique n'est pas? La surveillance électronique n'est pas un logiciel. Ce n'est pas un nouveau système qu'il faut mettre en place, mais c'est l'utilisation d'outils, donc les outils standardisés manuels que vous avez déjà, qui seront rendus sous forme électronique, donc sur des plateformes électroniques pour faciliter la mise en œuvre de cette activité. Donc, ce n'est pas des nouveaux outils que nous allons utiliser, sauf que c'est le format des outils qui peut changer. Oui, Chapeau? Quelle est la différence entre le système d'information sanitaire qui existe déjà et la ISIML? Qu'est-ce que les deux ont de commun et qu'apportent les deux dans le cadre de l'amélioration de la santé publique? Il faut retenir ici que les deux systèmes sont tous utilisés, que les deux utilisent une base de données qui sont tirées des registres de consommation de santé. Mais par contre, la plateforme ISIML ici garantit la sérénité, donc la collecte active rapide des données sur les maladies et affections prioritaires du système de surveillance intégrée, extraite des dossiers des patients, des registres de consultation externe ou d'hospitalisation. Donc, contrairement au système d'information sanitaire qui est mis en place pour collecter les informations de façon mensuelle, nous, ici, nous avons besoin d'avoir l'information rapide pour prendre action. Donc, cette plateforme ISIML aussi que nous allons mettre en place doit pouvoir garantir la notification en temps réel et immédiate et aussi contribuer à la notification hebdomadaire de la surveillance. Nous devons aussi savoir qu'en réalité, aujourd'hui, il y a une plateforme ISIML qui est utilisée dans la santé en général, c'est le DHS2 qui est beaucoup plus utilisé au service de systèmes d'information sanitaire dans les différents pays actuellement. Qu'est-ce que nous entendons par cybersanté? Cybersanté, en réalité, c'est le fait d'utiliser les technologies de l'information et de la communication dans le domaine de la santé, y compris la surveillance. Mais quelle est la différence? Quelles sont les composantes de la cybersanté? Ceci nous permettra de pouvoir mieux comprendre quelle est la spécificité de la ISIML. Les composantes de la cybersanté, ici, comprend une gamme d'avantages du système qu'il faut retenir. Il y a par exemple l'informatique sanitaire et médicale, qui fait partie de la cybersanté. La télésanté, c'est-à-dire la transmission des services ou de l'information liée à la santé par l'intermédiaire des infrastructures de télécommunication. L'apprentissage en ligne, donc les différents cours en ligne et tout ça, font partie de la cybersanté. Le fait d'utiliser le téléphone mobile aujourd'hui pour pouvoir, dans le domaine de l'aide pour la santé, les consultations en ligne et tout ça, font partie de la cybersanté. Alors que le système ISIML aussi utilise les techniques de l'éthique, mais en réalité, ici, a une spécificité que nous ne devons jamais oublier, qui est avoir l'information en temps réel pour prendre action. Donc, y compris cela, on pourrait retenir que la ISIML, en réalité, fait partie de la cybersanté. Mais la cybersanté est plus vaste. Donc, il constitue une mesure de mise en œuvre des recommandations du comité régional sur l'utilisation des TIC pour répondre aux exigences fondamentales du règlement sanitaire international 2005 par les pays. La ISIML ici, comme je l'avais dit plus haut, demande la normalisation des outils électroniques dans l'ensemble des régions. Donc, les outils que nous utilisons déjà pour faire la notification, qui sont sous forme de papier, devra maintenant être numérisés. Ouais. Et la création et le partage de ces outils permettra ainsi donc de pouvoir analyser en temps réel le profil
des régions concernant les maladies et événements prioritaires. Et quelles sont les limites qui ont conduit à l'approche de la ISMR? Vous savez, le fait d'utiliser un papier pour noter, il n'y a pas de contrôle de saisie. Il peut y avoir des erreurs d'écriture. Il peut y aussi, la transmission des données va prendre du temps parce que comme c'est en papier, il faut que l'agent de santé se déplace de sa formation sanitaire pour aller dans le district, pour aller déposer. Tout ça là constitue la lourdeur des procédures manuelles. Vous voyez, les agents de santé doivent aussi parcourir de longues distances. Parfois, même la route est précaire, difficile à emprunter. Parfois, même il y a des centres de santé où pour avoir accès au district, il faut traverser un fleuve et tout ça. Donc, tout cela entraîne des retards dans l'obtention de l'information pour pouvoir agir suffisamment plus rapidement afin de pouvoir vite éteindre toute flambée épidémique qui serait possible. Ainsi, l'autre limite aussi, c'est la difficulté d'établir les rapports. Parce que le fait d'avoir les trucs en papier, on ne peut pas tracer, on va tracer des courbes manuelles. Il faut pouvoir utiliser la forme traditionnelle où on fait des barres pour pouvoir compter, tracer, utiliser papier millimétré, tracer les courbes et tout ça. Vous voyez, il existe aussi également beaucoup de risques de mettre des informations ou d'écrire des informations erronées, des informations tronquées. Ou vous pouvez avoir même, par exemple, on peut dire par exemple, des renseignements qui donnent un homme qui a des menstrues ou un homme qui peut tomber enceinte. Donc, des incohérences dans les informations. Voici autant de limites de la surveillance manuelle qui ne contribuent pas vraiment au grand principe, au grand objectif, au but de la surveillance électronique que je dis, qui est d'avoir l'information le plus rapidement en temps réel et de pouvoir agir. Et les avantages dominants sur les limites, vous voyez clairement qu'il est vraiment très important aujourd'hui de pouvoir mettre en place la ISMR afin de pouvoir améliorer la santé publique. Quels sont les avantages de la ISMR? Nous avons la détection précoce, parce que le fait que quelqu'un utilise son téléphone a une information, même si c'est sur les événements dans la communauté ou au niveau de formation sanitaire, mais qui peut notifier directement via cette plateforme, immédiatement tous les responsables au niveau de la pyramide sanitaire, que ce soit au niveau district, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national, sont immédiatement au courant. Donc, ça permet de pouvoir vite prendre action. Donc, la notification est faite ici en temps opportun. Il y a aussi la normalisation des données. Le fait de pouvoir entrer ces formulaires sous forme électronique permet de pouvoir mettre des contrôles de saisie, par exemple, qui permettra, par exemple, de mettre, par exemple, que la date de début des symptômes, la date d'hospitalisation doit pouvoir être postérieure à la date de début des symptômes, des trucs comme ça. Vous voyez, par exemple, que un homme ne pouvait pas avoir de menstrues, des trucs comme ça. Donc, des contrôles de saisie qui nous permettent de pouvoir, de pouvoir réduire les erreurs, donc de pouvoir avoir des données plus fiables, des données cohérentes, la lisibilité dont on peut faire face dans le cadre des documents manuels. Ici, sous forme électronique, on n'a pas ce problème-là. Il y a une meilleure transmission et gestion des données, y compris le scrutage. Parce qu'avec les TIC aujourd'hui, on peut avoir un disque dur, on peut avoir un serveur, on peut enregistrer les données sur plusieurs années. On peut sécuriser ces données. Ne donner accès qu'à des personnes qui ont un mot de passe qui vont avoir accès. Il y a aussi l'avantage d'interopérabilité et de partage des données. Donc, plusieurs systèmes peuvent être mis ensemble, ce qui fait que, par exemple, lorsque vous saisissez l'identité d'un cas et tout ça jusqu'à notifier, si cette information existe déjà dans une base et que l'autre doit pouvoir faire, il n'est pas obligé de reprendre toutes les informations parce que les deux bases s'interopèrent entre eux. La transmission et l'analyse automatisée. Il y a des plateformes, on va vous montrer ça tout à l'heure, qui vous pouvez même déjà planifier, vous pouvez déjà programmer des dashboards. Donc, au niveau de la plateforme, vous avez déjà, par exemple, les tendances, la tendance de notification, la répartition des cas par tranche d'âge. Ce sont des trucs que vous pouvez dire, mais ces formules qui s'affichent déjà sur votre dashboard.
d'accord, avant même que vous ne puissiez même extraire vous pouvez extraire sous forme Excel les données saisies dans cette plateforme et faire des analyses pour pousser même avec des analyses, avec des logiciels statistiques. Le système ISMR contribue à une réponse adéquate et à un meilleur suivi d'évaluation. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça vous permet de faire facilement des analyses, de faire des analyses pour pouvoir identifier les personnes à risque et facilement mieux orienter vos interventions de riposte. Il contribue aussi à la réduction des coûts et aussi à la protection de l'environnement parce que vous n'avez plus à imprimer, utiliser des papiers, stocker plein de papiers, mais seul, une fois l'outil standardisé, cet outil est intégré dans la plateforme et est utilisé. Certes, il y a des coûts additionnels comme l'appareil, la tablette, le téléphone, la connexion Internet, mais ceci n'est pas comparé aux coûts qui entrent dans l'utilisation de la surveillance avec des outils manuels. Quels sont les principes directeurs clés de la mise en place de la surveillance électronique? La surveillance comme principe directeur. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'utilisation de l'infrastructure existante. Il ne faut pas créer encore. Notamment, la SIMM manuelle sur papier et le système d'information sanitaire ainsi que le DHSP qui existait déjà. Donc, en réalité, ici, la ISMR ne nous demande pas de créer la roue. C'est d'utiliser les outils que nous utilisons déjà sous forme papier et de les digitaliser. L'autre principe directeur, c'est la normalisation des données et des outils électroniques. Donc, la standardisation de ces outils. L'autre principe, c'est l'intégration des diverses sources de données et des systèmes d'information comme les PEM, le registre des cancers, dans une plateforme commune. Vous savez, le principe ici, c'est la surveillance intégrée. De pouvoir avoir une seule plateforme qui nous permet de faire la surveillance, ainsi donc que d'améliorer la santé publique. L'autre principe directeur, c'est l'interopérabilité. Et ceci est vraiment très indispensable, qui permettra à ce qu'une personne X de telle région X et une personne Y de région Y, lorsque les deux saisissent, l'information se retrouve ensemble et peut être vue et visualisée par celui qui est au niveau de la région ou comme celui qui est au niveau national. La collaboration, il est vraiment essentiel de collaborer ici avec les parties prenantes. Pas seulement les agents qui notifient, même les services, les entreprises de télécommunication. Parce que la ISMR utilise l'Internet. Donc, la contribution de ces parties prenantes est vraiment indispensable parce que certes, l'État pourra acheter ou rendre disponibles des données pour les agents de santé, mais au même moment, on peut avoir des appuis du ministère de la Communication, tout ça. Oui. Sixième principe directeur, c'est l'approche en temps quasi réel du conseil. C'est un principe directeur de la SC. L'information doit pouvoir aller au moment, à l'instant où le de santé notifie, l'information doit pouvoir y aller. Il y a aussi l'approche d'une seule santé. La ISMR ne demande pas seulement que les gens de santé, la surveillance de la santé humaine seule évolue. Il faut faire de telle manière que la santé animale, la santé environnementale, que vraiment les systèmes soient interopérables et qu'on puisse utiliser vraiment ce principe de One Health dans le cadre de l'amélioration de la santé publique. L'autre principe directeur, huitième principe directeur, c'est la sécurité des données. Je l'avais dit tantôt. Donc, la protection des informations personnelles. Le fait de désigner des administrateurs, de donner des mots de passe pour ceux qui doivent avoir accès et tout ça. Et la convivialité, qui est aussi un grand principe directeur parce qu'il ne faut pas rendre très lourd et difficile la plateforme pour les utilisateurs. Il ne faut pas que l'individu, en voulant notifier un cas, doit perdre 5-10 minutes pour faire une notification. Ceci, tout ça constituera une barrière. Il faut que la plateforme soit vraiment assez simple pour être utilisée par le personnel. Et quels sont les processus
de développement et de mise en œuvre de la ISMR. La première étape, et qui est vraiment indispensable, c'est la mobilisation des parties prenantes par la mise en place d'un groupe technique. Qu'est-ce qu'on n'entend pas parties prenantes? Je viens de dire tantôt les entreprises de télécommunications nationales, le ministère en charge des technologies de l'information et de la communication, le personnel de laboratoire, le personnel du terrain, veut dire le personnel qui travaille dans les régions de santé, qui doit faire des notifications, dans les établissements sanitaires, des représentants d'autres ministères qui entrent dans la mise en œuvre du RSI, les experts nationaux en informatique et en santé publique, des entreprises de téléphones mobiles, des fournisseurs de services Internet et des partenaires doivent être tous mis ensemble pour la mise en place de ce système. La deuxième étape, une fois que vous avez mis tout cela ensemble pour créer une technique, pour qu'ils réfléchissent ensemble sur, et vous leur présentez l'intérêt de la ISMR dans le renforcement de la sécurité sanitaire du pays. L'étape 2 maintenant, c'est d'évaluer les capacités fonctionnelles du système ISMR du pays. Ceci vous permettra de pouvoir ressortir les besoins et d'évaluer en troisième étape maintenant les capacités et les besoins du pays. Une fois que vous avez évalué les capacités et les besoins du pays, maintenant, il faut passer à la quatrième étape qui est maintenant de voir les partenariats existants pour pouvoir combler ces gaps. Est-ce qu'ils peuvent vraiment combler ces gaps? Quel gap restera à être comblé pour pouvoir mettre en place ce système? Et en cinquième étape, c'est de définir la portée appropriée pour la mise en œuvre de la ISMR et qui est vraiment indispensable. Et enfin, c'est de développer un plan de développement de votre ISMR qui doit être suivi afin de pouvoir vraiment mettre en place ce système qui contribue vraiment au renforcement de la sécurité sanitaire, qui nous permet d'avoir l'information en temps réel et ainsi donc de pouvoir organiser la réponse rapidement. Chers collègues, je vous laisserai à Dr Yam et à Dr Mathias qui vont passer à l'illustration de tout ce que je viens de dire. Je vous remercie. Je ne pourrai pas rester beaucoup avec vous, je suis sur le terrain, mais les collègues sont là. Merci. Dr Yam, j'ai fini. Merci. Merci beaucoup, Dr Primus, pour la qualité de l'intervention et la clarté des messages qui sont passés. On va continuer cette session-là et je vais donner la parole à Dr Mathias Obio pour continuer l'animation de cette session de formation. Dr Mathias, vous avez la parole. Merci. OK, merci. Je vais continuer. Ensuite, Dr Mathias va prendre la relève. Donc, je continue avec l'utilisation de la ISMR dans les principales fonctions de la surveillance. Donc, le système ISMR peut être utilisé pour toutes les fonctions de la SIMR de base, comme dans la notification en temps réel. Comme vient de le dire Dr Primus, ce sont les mêmes outils qui sont utilisés, seulement que ces outils-là vont être mis sous forme électronique. Donc, dans la notification en temps réel, au lieu de remplir une fiche de notification papier, nous allons maintenant remplir des fiches de notification électronique. Également, pour la notification au niveau des alertes et la notification des maladies pour la surveillance au cas par cas. De façon individuelle, toutes ces informations-là seront remplies de façon électronique. Également, si nous avons à gérer des flambées épidémiques ou si nous avons des situations d'urgence, nous pourrons adapter nos fiches pour pouvoir avoir des informations électroniques. Diapo.
Toujours dans l'utilisation des fonctions de la surveillance, nous pouvons également utiliser la ISMR dans la recherche de cas contacts. Nous avons des logiciels qui peuvent vraiment nous aider pour un bon suivi des contacts, avoir toutes les informations et pouvoir en un temps record faire des analyses dans le cadre de la recherche des cas contacts. Également, au niveau de la gestion de la logistique et des chaînes d'approvisionnement, nous avons également des logiciels. Par exemple, en Côte d'Ivoire, pour la gestion de la COVID-19, les logisticiens utilisent un logiciel pour l'approvisionnement en matériel et en intrants des centres de santé, des centres de prélèvement qui ont été mis en place à cet effet. Donc, au niveau de ces centres-là, ils ont le logiciel et à la fin de la journée, ces centres vont remplir toutes les informations et ces informations-là, en un clic, parviennent au niveau central qui va pouvoir prendre en compte les intrants qui sont utilisés et pouvoir, dès le lendemain, faire la livraison dans ces sites de prélèvement. Donc, ce qui fait que ces logiciels-là facilitent l'approvisionnement de ces centres de prélèvement. Également, la ISMR peut être utilisée au niveau de la gestion des événements. Également, produit aussi de l'information de façon rapide. Par exemple, si nous avons des logiciels qui vont nous donner directement, comme l'a dit Dr. Primus tout à l'heure, des tableaux de bord, nous avons des informations sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour pouvoir faire des plaidoyers au niveau des autorités. Également, cette ISMR-là est utilisée au niveau du suivi, évaluation et également de l'évaluation de la qualité des données, comme l'a si bien expliqué Dr. Primus tout à l'heure. Donc, comme nous avons dit tantôt, nous n'allons pas créer de nouveaux outils, mais ce sont les outils, les formulaires que nous avons sous forme papier qui vont être convertis en format électronique au moyen de certains logiciels. Et ces logiciels-là pourront être mis soit sur des ordinateurs ou bien sur des tablettes qui sont spécialement conçus pour cela et qui seront utilisés dans le cadre de la SIMR pour pouvoir saisir les données et par Internet envoyer rapidement ces données-là et tous les niveaux de la pyramide pourront recevoir les données en temps réel et en même temps. Voilà. Mais le vrai problème dans nos pays, c'est la connexion Internet. Voilà. Souvent, nous avons des problèmes de connexion. Donc, nous sommes toujours obligés, même si nous utilisons ce système SIMR-là, de pouvoir coupler ce système-là avec d'autres systèmes pour pouvoir avoir une bonne promptitude au niveau de nos données. L'utilisation de la ISMR dans la notification et l'analyse des données. Vous voyez qu'en travaillant sur les plateformes électroniques, il faut pouvoir protéger les personnes, les patients, l'identité des patients. Et pour cela, il faut pouvoir crypter, c'est-à-dire cacher l'identité des patients au niveau des outils qui sont utilisés. Ce ne sont pas toutes les personnes qui utilisent les données qui vont voir les identités des patients, mais il y a certaines personnes qui pourront voir l'identité des patients, mais d'autres, par contre, ils n'auront que les données qu'ils vont utiliser pour faire les analyses. Donc, il faut pouvoir définir des droits d'utilisateurs à différents niveaux de la pyramide du système de santé. Et ces données-là que nous allons collecter peuvent être analysées avec différents logiciels informatiques comme Excel, Stata, EpiInfo et bien d'autres.
Dans l'utilisation de la ISMR, comme on l'a dit, le système ne va pas changer. Les notifications immédiates et les notifications hebdomadaires ainsi que les retours d'informations vont se faire selon le plan déjà prédéfini. C'est-à-dire d'abord de la communauté, ces informations-là vont être envoyées au niveau de l'établissement de santé et l'établissement de santé va envoyer ces informations au niveau du district qui va les envoyer au niveau de la région et au niveau national. Mais l'avantage que nous avons à utiliser la ISMR, c'est que si la ISMR est utilisée depuis le niveau communautaire, dès que l'information est envoyée, tous les autres niveaux reçoivent l'information en temps réel, c'est-à-dire en même temps. Donc, les informations qui sont partagées peuvent être contrôlées par le niveau supérieur. Donc, nous allons voir maintenant le rôle et la responsabilité des différents niveaux dans la SIMR. Donc, on pourra se référer au niveau du volume 4 à la page 60, de la page 64 à la page 66 aux différents rôles et responsabilités des différents niveaux. Mais déjà, nous pouvons dire qu'au niveau, par exemple, si la ISMR est mise en place au niveau, par exemple, du district, le district aura pour rôle de pouvoir vérifier les événements qui ont été notifiés, de pouvoir également former les agents de santé, réagir également sur les rapports qui sont envoyés par les agents de santé. Au niveau de la région, ils pourront également former et superviser le district, également alerter le district lorsqu'ils vont constater des événements inhabituels. Et au niveau du central, ils auront à charge de maintenir les serveurs, de développer et de mettre à jour des outils électroniques, de pouvoir également former et superviser les différents niveaux et de faire également la rétro-information, sans oublier d'assurer la sécurité même de ces données-là qui sont envoyées. Donc, on pourra compléter toutes ces informations-là, comme je l'ai dit tantôt, dans le volume 4 à la page 64 à 66. Je laisse la parole à Dr. Rubio pour la suite. Merci. Merci, Dr. Emilienne Desbois. Allô? Oui, on vous entend. D'accord. Allez-y, je disais tantôt merci. Ce système ISMR qui vient de se mettre en place a besoin d'être évalué, suivi et supervisé. Donc, je vais vous faire l'économie de ce chapitre qui est supervision, suivi, évaluation du système ESIMR. Diapo. Merci. Donc, la liste de contrôle de la supervision bienveillante du système ESIMR devrait être utilisée pendant la visite de supervision. Cette liste doit être actualisée pour y intégrer la surveillance électronique, puis ajoutée à la plateforme ESIMR. Cette information est très importante dans la mesure où chaque pays a déjà son plan et son guide de supervision. Donc, il faut simplement adapter ce plan de supervision qui est national à la surveillance électronique. Au niveau de l'acceptabilité ou la volonté de participer, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont accès au système et l'utilisent convenablement. Deuxièmement, l'accessibilité. Le système est-il accessible à partir du site de notification? Par exemple, une mauvaise connectivité Internet peut avoir une influence négative ou alors peut influer négativement sur les résultats. Dr. Eboa l'a dit tantôt, la connectivité
connectivité Internet sur le téléphone mobile peut entraver la notification des maladies à temps. Diapo. En troisième position, nous aurons la qualité et l'exhaustivité des données. Il faut s'assurer que les données ne contiennent pas d'erreurs. Il faut avoir la célérité dans la transmission des données. Cela s'appelle la promptitude, c'est-à-dire la transmission des données en temps voulu. Et la portabilité, la stabilité du système. Il faut pouvoir manipuler cette surveillance électronique de façon flexible et elle peut être utilisée partout où on se trouve. Il n'est pas donc besoin qu'on se retrouve spécifiquement dans un bureau pour pouvoir manipuler la surveillance électronique, qu'on soit dans son village, qu'on soit dans un centre de santé, qu'on soit dans une grande ville, on doit être capable d'acheminer des informations, des données au niveau supérieur. Donc, on a d'autres indicateurs de performance du système qui sont des indicateurs de base pour le suivi de la SIMR, de la ESIMR. Et ces indicateurs de base sont à la section 8 du volume 4 de la 3e édition du guide SIMR 3e édition. Diapo. Toujours dans l'évaluation du système SIMR, l'évaluation générale du système SIMR, c'est-à-dire surveillance électronique, et de son interopérabilité avec les systèmes de surveillance internes nationaux et la cybersanté doit se faire de manière périodique. Donc, on doit faire appel à des experts internes et externes. Ainsi, des conseils pour des sciences pratiques, des outils SIMR sont nécessaires. Dans chaque pays met au point des sciences pratiques pour permettre aux participants d'utiliser pratiquement les propres outils ESIMR, notamment pour la saisie des données, la notification, l'analyse des données, le suivi et la supervision, etc. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a eu à développer un système de ESIMR, un système de surveillance électronique qui nous permet d'avoir les informations depuis le district jusqu'au niveau central de façon rapide, de façon sur un clic, c'est-à-dire dès que l'agent de santé au niveau du district clique sur son MACHPI, au niveau central, nous avons les informations en temps réel et en même temps. Alors, nous allons présenter le cas de l'utilisation de la ESIMR en Côte d'Ivoire. Diapo. OK, merci, Dr. Mathias. Le temps de juste changer la présentation pour mettre la présentation sur la démonstration que vous allez faire. 2 secondes, s'il vous plaît. MACHPI. Une seconde, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Écran? Pas encore, pas encore. OK, donc je vais recharger et partager. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Pas encore.
Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Quelques problèmes techniques. OK, merci, ça y Je est. pense qu'on va y arriver. Merci. Ça y est? Merci, C'est bon, docteur c'est Yam. possible. OK. On peut mettre en vidéo. Est-ce qu'on peut mettre en vidéo? Diaporama. C'est un diaporama, voilà. OK, merci beaucoup. Merci, docteur Yam. Donc, je disais tantôt que ce système de surveillance électronique est répandu dans beaucoup de pays actuellement. On peut dire qu'en Afrique, on a environ 33 pays, environ 70% de couverture concernant la surveillance électronique. Donc, chez nous, en Côte d'Ivoire, ce que nous utilisons, c'est le système MASHPI. Diapo. Diapo. Docteur Yam. Oui, la diapo est affichée. C'est Oui, certainement diapo, les questions en rapport avec... La suivante, la diapo suivante. Vous l'avez? Non. Est-ce que vous l'avez? Bon, Pas encore. Pas encore. Vous l'avez? Non. Pas encore. Ah, ça c'est terrible. Alors. Est-ce que vous l'avez? Non. Non. Bon. Désolé, chers participants, pour ces problèmes techniques. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Il y a un problème au niveau du partage. Chers participants de l'écran, sauf si à votre niveau, vous pouvez partager, je ne sais pas s'il y a des soucis à mon niveau. C'est ça aussi les aléas de l'Internet auxquels on est confronté. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? On nous dit que vous avez commencé à partager, mais on ne voit rien sur l'écran. Il y a des problèmes de... Docteur Emilienne, si vous avez la possibilité de partager, est-ce que vous pouvez essayer, ou bien docteur Mathias? Non, on nous dit que pendant que vous êtes en train de partager, donc arrêtez le partage pour qu'on essaie. Parce que vous êtes en train de partager, une autre personne ne peut pas partager.
OK, j'ai arrêté de partager. Okay. Le micro on voit l'écran de Mathias Obio, mais c'est seulement le Zoom. Oui. Chers participants, nous sommes vraiment désolés des questions de connexion qui Dr. se Obio, posent. va sur Oui. le Moi, PowerPoint. je suis à Béni dans une zone mal couverte. Certainement. Non, c'est pas juste. Docteur Mathias, votre micro est fermé. C'est ça qui est le problème. C'est ça. Non, PowerPoint, c'est... Voilà, là c'est bon. Attention. Le PowerPoint de chez vous. Majpi, cliquez sur Majpi. Voilà. Vous voyez? Votre écran. Oui, oui, vous pouvez mettre en mode diaporama. Merci beaucoup. Merci. Désolé, chers participants, pour ces quelques problèmes techniques. Docteur Mathias, vous pouvez continuer. Merci, Dr. Yam. Donc, je reprends. Je disais que chaque pays utilise la surveillance électronique et l'Afrique a une couverture de plus de 70% actuellement. Et le système que nous utilisons en Côte d'Ivoire s'appelle le système MASHPI, Mobile Data. Alors, à partir de quoi? À partir d'un constat que nous avons fait avant 2013, la Côte d'Ivoire, le système de santé avait remarqué une baisse de la promptitude et une baisse de la complétude des données sanitaires en Côte d'Ivoire. Ça, c'était avant 2013. C'est pourquoi, en relation avec la cible 18 de l'objectif du millénaire pour le développement, il était nécessaire de mettre en place un système de surveillance, de collecte, d'analyse des données en temps réel jusqu'au niveau central. Mais là encore, l'initiative est venue de l'OMS Afro et en collaboration avec le pays pour essayer de mettre en place cet important outil. C'est ainsi qu'en 2009-2010, l'OMS Afro a expérimenté dans les pays africains l'utilisation du logiciel EPI Surveyor, qu'on appelle MASHPI, qui est en interface avec un ordinateur pour faciliter la collecte et l'analyse des données d'activité de santé. C'était déjà la naissance de la ESIMR MASHPI, qui est passée à échelle à partir de 33 régions, qui a couvert les 33 régions et aujourd'hui les 113 districts sanitaires que compte le pays. Alors, comment cela fonctionne? Son synoptique, c'est à partir de données physiques, données papier. Il faut donc saisir les données sur un outil électronique, sur des data on-phone, et ensuite relayer ces informations par le cloud, les relayer par un serveur qui est installé à chaque niveau supérieur. Les serveurs sont installés au niveau régional, au niveau central et même au niveau du cabinet aussi, peut-être. Mais ce que nous savons, c'est qu'au niveau central, nous avons un serveur et au niveau régional, nous avons un serveur. Donc, ce que vous voyez là, on a d'abord les données physiques qui sont transcrites sur des collectes data on phone, comme on appelle ça, des
des smartphones et des serveurs. Donc, voilà la triangulation qui est mise en place pour pouvoir permettre de faire circuler l'information en temps réel. La synoptique, la première phase, c'est la définition des variables sanitaires qu'il faut collecter sur des smartphones. La deuxième, c'est la définition des formulaires électroniques. La troisième phase, c'est la saisie électronique des données sur des portables. La quatrième phase, c'est le stockage maintenant de toutes ces données-là dans un serveur, dans une plateforme HP. La cinquième phase, c'est la synchronisation entre les serveurs qui sont basés au niveau régional et au niveau central dont je parlais tantôt. Et la sixième étape, c'est le téléchargement et l'exploitation des données réelles qui se font sur un ordinateur que chacun a, soit au niveau district, au niveau régional et au niveau central pour pouvoir faire l'analyse des données. Donc, voilà comment la synoptique est formulée. Maintenant, quels sont les résultats que nous avons obtenus? Vraiment, les résultats ont été extraordinaires. Il y a eu un projet qui a été mis en place pour évaluer l'impact de cet outil-là. Donc, le projet pilote a concerné d'abord 3 districts. Un district des districts qui sont en vert, dont la promptitude et la complétude sont bonnes. Nous avons Anyama, Bokanda, Yopougon Est, Marcory, Trècheville et Djiglo. C'était le premier groupe de districts. On a pris un deuxième groupe de districts dont les résultats sont mitigés. On a Man, Sassandra, Bangolo, Korogo et Wangolo. Et un troisième groupe de districts qui ont des résultats vraiment pas probants. Fresco, Sakassou, Sikensi, Diokwe, Kwibli, dont les promptitudes et les complétudes étaient très basses. Donc, voilà le projet pilote. Et ce sont ces 3 projets qu'on a pris sur lesquels on a implémenté la SIMR afin de faire plus tard le suivi. Donc, voilà les résultats que cela a donné. Vous voyez ces 3 groupes de districts. On revient un peu en arrière. Vous voyez Bokanda, Anyama, Yopougon qui étaient à une complétude et à une promptitude de 100%. Ceux qui sont en jaune sont à 75 et 44%, plus bas. Et ceux qui sont au rouge ont des promptitudes très basses qui vont jusqu'à 33%. Mais après avoir implémenté la SIMR juste en 2014, c'est-à-dire 1 an après, vous voyez les résultats qui sont extraordinaires. Vous voyez, tous les résultats, toutes les complétudes sont devenues 100% et même les promptitudes qui étaient à 33%, eux tous sont montés autour de Kwibli qui était à 33% est monté à 100%. Et vous voyez que les promptitudes varient de 98% à 100%. C'est extraordinaire. Et donc, on voulait montrer un peu l'évolution depuis 2013. Et vous voyez les promptitudes avec les diagrammes qui sont ascendants, les promptitudes qui sont ascendantes. Et 2013, on avait 30 notifications à peine dans les districts. Et en 2016, déjà, on était à 228 notifications. Donc, les résultats sont vraiment extraordinaires et c'est ce que vous constatez sur les graphiques. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Les résultats continuent d'être très bons. En 2021, aujourd'hui, on a 111 districts depuis le mois d'octobre. On a 111 districts qui ont été notifiés sur 113 districts, soit une promptitude de 98,23%. Selon le bulletin hebdomadaire numéro 40 du 4 octobre 2021 au 10 octobre 2021. La semaine hebdomadaire, la 40e semaine hebdomadaire donne une complétude à 100% et une promptitude à 98%. Donc, vous voyez l'impact que l'implémentation du MASHPI a eu comme résultat extraordinaire sur le système de santé, mais particulièrement sur le système de surveillance électronique. C'est sur cette diapo que je voulais partager avec vous et dire que la ESIMR a permis
d'impacter positivement la surveillance en général, la surveillance des maladies et événements en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. À vous, Yam. Merci beaucoup, Dr Mathias Obio. Merci beaucoup, Dr Emilien aussi, pour la qualité de la présentation qui venait d'être partagée. Juste par rapport à cet exemple d'utilisation de la surveillance électronique, vous avez tous pu voir que des outils papier où on est passé à des promptitudes de complétude très basses, on est arrivé à presque 100% pour la complétude et plus de 98% pour tous les districts en termes de promptitude. C'est toute l'utilité, effectivement, d'utiliser la surveillance électronique pour pouvoir avoir des actions promptes, rapides et efficaces afin de pouvoir soutenir les populations et réduire les souffrances des populations par rapport aux maladies évitables par la vaccination, par rapport aux maladies à potentiel épidémique auxquelles on est confronté dans nos pays tout le temps actuellement. Je vais passer la parole à Dr Mathias Mosoko qui a fait les questions et réponses pour nous dire quelles sont les questions pertinentes qui ont retenu son attention. Mais je voulais juste vous rappeler que toutes les questions auront des réponses, même si ce n'est pas dans cette session-là, on pourra partager avec vous les réponses appropriées de certaines questions qui ne seront pas répondues pendant cette séance-là, à travers les emails et à travers la plateforme. Dr Mathias Mosoko, vous avez la parole pour les questions que vous avez pu identifier. À vous. Merci, Dr Yam. Merci à tous les collègues pour la présentation. Nous avons eu 82 participants et dans le coffret de questions-réponses, il y a 6 personnes qui ont posé des questions, mais pour la plupart, c'était un peu des échanges. Seulement, il y a une question importante qui a été posée par Godefroy Ilunga de la RDC qui a dit comment pourra fonctionner la SIMR dans un milieu rural. Donc, ça, c'est la question principale qui est posée. Je pense que pour les autres questions, c'était un peu des échanges sur certains problèmes de l'écoute ou du suivi de la présentation. Voilà, Dr Yam, la principale question que vous pouvez répondre ou les autres collègues peuvent donner des réponses à notre collègue, à notre ami Godefroy Ilunga de la RDC. À vous. Est-ce qu'on m'a bien suivi? Docteur Yam? Docteur Yam? Je crois qu'il est déconnecté. On dirait qu'il est déconnecté. Bon, docteur Obio, docteur Emilien, vous avez bien suivi la question, vous pouvez donner une réponse à notre collègue. D'accord, d'accord. Donc, dans la présentation de Primus, il a bien précisé que la surveillance électronique a des conditions de mise en œuvre. Pour mettre en œuvre la surveillance électronique, il faut que le pays ait des capacités. Malheureusement, souvent dans le milieu rural, l'Internet n'est pas courant dans le milieu rural. Et cela peut être un frein, un obstacle à la mise en œuvre, à l'utilisation de la surveillance électronique. Pour ma part, et en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le système commence à partir des districts. C'est-à-dire installés dans les villes, de façon à avoir installé dans le milieu rural avec les centres de santé, comme on le dit, les centres de santé,
dans les centres de santé, les dispensaires, les centres de santé ruraux. Donc, il est difficile pour qu'un infirmier qui est dans un village puisse utiliser le système MACHPI ou bien le système électronique pour pouvoir notifier tout ce qu'il a à notifier. Par contre, il peut quand même utiliser les portables, les SMS, il peut utiliser les SMS, il peut utiliser les WhatsApp pour pouvoir communiquer avec le district, afin que le district puisse collecter les données et les mettre sur MACHPI dans son ordinateur et envoyer au niveau central. Donc, il y a dans le milieu rural, l'utilisation des MACHPI est un peu, ou bien l'utilisation de la ESIMR est un peu difficile, à condition que l'Internet soit suffisamment installé, présent dans le milieu rural. C'est à peu près la première réponse que je voulais donner. Et Dr Ebois a certainement un complément ou alors aussi d'autres informations, d'autres réponses à donner sur cette question pour pouvoir enrichir le débat. Docteur Ebois, si vous avez quelque chose à dire. Ok, merci. Je pense que tu as brossé tous les points de cette question. S'il y a d'autres détails qu'il veut savoir, on pourra compléter. Merci. Ok, merci, chers collègues. Merci à Godefroy, mais aussi, étant donné qu'il est en RDC, j'aimerais compléter à ce que la RDC qui est en train de mettre en place la ISIMR avec l'application eWorks dans 5 provinces, a commencé à les faire, mais ces problèmes de connexion Internet posent problème. Mais alors, il y a une stratégie qui a été trouvée pour qu'au niveau des aires de santé où les données sont collectées, lorsque vous n'avez pas une couverture en réseau téléphonique sur place, vous pouvez vous déplacer en peut-être 5 km, 10 km et trouver un réseau perdu pour envoyer les données, par exemple. Donc, c'est ce que nous avons commencé à mettre en place dans les 5 provinces opérationnelles et je pense que quand nous regardons un peu, les données ne seront peut-être pas transmises en temps réel, mais en temps quasi réel parce que il faut un petit déplacement pour trouver le réseau et chaque aire de santé, chaque district sanitaire ou zone de santé sait à peu près à quel endroit il peut attraper un réseau perdu pour résoudre le problème. C'est mieux que faire 100 km ou 120 km pour trouver le bureau central du district et soumettre ces données. Voilà un peu des astuces qu'on est en train de chercher pour essayer de réduire tant soit peu la promptitude d'envoi des données et surtout lorsque nous sommes devant une situation d'urgence. Donc, je pense que nous devons inventer de nouvelles méthodes, inventer de nouvelles réflexions pour que nous puissions être promptes et essayer d'envoyer les données, d'essayer d'informer le plus vite que possible la hiérarchie. C'est ça même l'objectif de la ISIMR tel que Dr Primus nous avait donné dans l'introduction. C'est vraiment améliorer la promptitude et en même temps avoir les données à tous les niveaux. Voilà notre collègue Godefroy, si ces résultats, enfin ces réponses qui sont données par Dr Mathias Obio et Emilienne et moi-même peuvent vous satisfaire. Alors, nous remettons la parole au modérateur qui est Dr Yam, je ne sais pas. Est-ce qu'il est là? Il a disparu? Je suis là. Il a été déconnecté momentanément. Oui, désolé pour les problèmes de connectivité que nous avons sur le terrain. Je suis avec Dr Mathias Mosoko à Beni, pour ceux qui connaissent la RDC au nord-est du pays. Les problèmes de connexion ne sont pas faciles. Comme vous le constatez, la surveillance électronique se base sur l'Internet et on a besoin d'avoir une connectivité extrêmement bonne pour pouvoir
donner les informations et agir en temps réel. L'avantage que nous avons avec cette surveillance à base de surveillance électronique, c'est que les informations avec les plateformes peuvent être enregistrées et sauvegardées, envoyées au moment où on a la connectivité. Et c'est ça l'avantage qu'on peut avoir. Comme Mathias l'a dit tout à l'heure, c'est peut-être pas en temps réel pour certaines informations, mais au moins, on va accélérer la transmission comparativement à la transmission des informations par courrier papier. Toute l'importance donc de mettre en place dans les pays la surveillance à base électronique pour nous assurer que au moins les informations sont partagées à temps ou à temps réel ou à quasi temps réel pour que les actions puissent être vues avec les niveaux supérieurs et des actions concertées puissent se faire pour réduire les fardeaux des maladies évitables par la vaccination, des maladies à potentiel épidémique dans nos pays. Je ne sais pas s'il y a une autre question, Dr Mathias Mosoko, qu'on pourrait voir ensemble. Oui. Voilà, je prends comme ça. Il y a une question qui vient de Amia Madi. Est-ce que le DHS2 peut faire office de ISIMR ou il faut forcément un autre tel que MAJPI? Alors, oui. On peut répondre question par question ou je peux collectionner un certain nombre de questions. Peut-être une autre question comme ça, les collègues qui ont déjà expérimenté le DHS2 peuvent donner la réponse. S'il y a une autre question, on peut la prendre, les deux questions. Docteur Mathias, on l'a perdu. Problème de connectivité certainement aussi. Donc, docteur Mathias Obio, est-ce que vous pouvez, de l'expérience de la Côte d'Ivoire, dire comment est-ce que vous utilisez DHSI2 et MAJPI en termes de surveillance électronique? Merci. DHSI2 et MAJPI, ce sont deux outils importants de collecte et d'analyse des données en Côte d'Ivoire, mais qui n'ont pas forcément les mêmes fonctions. Il y a ma collègue docteur Ebois qui va certainement apporter aussi son expérience, mais ce que moi je sais, c'est que la notification en temps réel a besoin d'une plateforme, a besoin d'un logiciel qui est interconnecté et qui est interopérable, de sorte que l'information puisse être partagée en temps réel. Et c'est MAJPI qui permet d'avoir l'information en temps réel. DHS2, on peut extraire des données de MAJPI pour pouvoir soit travailler ou alors les transposer sur DHS2 pour pouvoir analyser les données. Mais concernant la notification en temps réel, c'est MAJPI. Par contre, DHS2 peut servir et sert déjà chez nous, par exemple au niveau du niveau central, sert à collecter toutes les données du pays. Toutes les données du pays. Ce n'est pas forcément les données de surveillance que ça traite. Mais pour les données de surveillance, c'est MAJPI qui permet de nous alerter rapidement, nous étant institut qui gère toutes les menaces et toutes les urgences sanitaires, c'est MAJPI qui nous permet d'avoir les informations en temps réel. OK. Voilà. Que donc, si je dois faire une petite... Bien que DHS2 sert aussi à collecter les données. OK, je pourrais ajouter aussi, oui, je voudrais dire qu'avec MAJPI, nous pouvons faire les notifications au cas par cas. Ce que pour le moment, nous n'arrivons pas à faire avec DHS2 qui nous donne des données groupées. Mais pour le moment, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes également en train d'expérimenter
DHS2. Donc, nous avons une version pilote dans certains districts pour voir comment l'associer avec MAJPI pour avoir de meilleures données et une meilleure information pour les prises de décision. Merci. OK. Ce que aussi il faut retenir, c'est que Dr Primus l'avait dit dans son exposé, l'interopérabilité des systèmes. Certainement au niveau de la Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, même si on utilise un logiciel pour la surveillance intégrée de la maladie et réponse pour des actions rapides, il y a possibilité d'être interopérable de sorte que au niveau de DHSI2, ces données puissent être prises en compte, analysées pour des décisions de planification, etc. Mais pour des décisions d'action en temps réel, certains pays continuent à utiliser des logiciels comme MAJPI, comme Avadar, comme Odike, de sorte que les responsables de la surveillance, ceux qui sont dans les urgences, puissent avoir les données de façon séparée à temps réel et que les actions puissent être menées de façon rapide, conjointe avec le niveau opérationnel, le niveau intermédiaire et le niveau central. Est-ce que, Dr Mathias, il y a d'autres questions en rapport? Je vois une question qui dit interopérabilité entre DHSI2 et GoData. L'interopérabilité est possible aussi. Oui. Dr Mathias Mosoko, on l'a perdu. Est-ce que Dr Baldé a relevé quelques questions? Peut-être que Dr Mathias est en train de se déplacer comme il a préconisé d'un point à un autre pour avoir la connectivité et nous joindre dans ce call-là. En fait, je me suis reconnecté. OK. Ça, c'est vraiment les conditions du terrain, vous comprenez? Alors, voilà, pour renchérir, il y a la question de Marlise qui pose la question. Je pense que là, la question est posée à Dr Obio. Comment a été implémentée la SIMR en Côte d'Ivoire? Est-ce que tous les acteurs du niveau communautaire ou centre de santé qui notifient les cas, quelles sont les mesures de facilitation qui sont mises à leur disposition et quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées? Voilà, docteur Obio, si nous avons encore le temps, si vous pouvez un peu informer nos amis sur le problème que vous avez rencontré sur la mise en place de votre système électronique. À vous. Merci. Merci. Mais je pense avoir entendu SIMR. Est-ce que c'est particulièrement la ESIMR ou bien c'est l'implémentation de la SIMR? De la ISIMR. De la ISIMR. Oui, oui, tout à fait. OK. OK, merci. Merci. Donc, il n'y a pas eu d'énormes difficultés dans la mesure où, au moment de l'installation, je dis toujours que quand je donne des informations, il y a, nous sommes deux, donc il y a aussi Dr Ebois qui va donner sa version pour que celui qui a posé la question soit entièrement satisfait. Donc, je vais commencer pour dire que tout à l'heure, quand je présentais, au début, c'était un projet pilote. On a commencé par, je crois, une quinzaine de districts sur lesquels on a fait le projet pilote. Et lorsque on s'est rendu compte que ça a donné de bons résultats, alors on est passé à échelle. On est passé à échelle. Donc, l'implémentation a été faite de façon par étapes. Projet pilote, et ensuite, on est passé à échelle. Dans la mise en œuvre, il y a eu des difficultés, bien sûr, puisqu'il fallait utiliser des outils informatiques, serveurs, et ensuite, il fallait utiliser des ordinateurs et il fallait aussi utiliser des portables, des téléphones portables. Donc, dans la mise en œuvre,
dans le synoptique, il y a eu des outils électroniques qui sont tombés en panne ou alors qui ont été, dont l'utilisation n'a pas été optimale. Et donc, dans la formation des personnes qui doivent utiliser ce matériel-là, il y a eu des difficultés puisque lorsqu'on forme un CSE, un chargé de la surveillance épidémiologique, ce CSE peut être muté et il peut être remplacé par un autre qui, lui, n'est pas formé. Et donc, ça, c'est le premier problème au niveau des ressources humaines. Il y a eu des problèmes techniques où des ordinateurs tombent en panne ou alors l'Internet, parce qu'il faut doter ces districts-là d'Internet de façon continue. Et le financement se fait au départ, peut-être même jusqu'à aujourd'hui, c'était l'OMS. Et donc, il faut payer les factures. Et donc, au niveau de la gouvernance, ça a dû poser aussi quelques problèmes qui ont entraîné des interruptions de MAJPI de temps en temps. Il y a eu des coupures d'alimentation de MAJPI de temps en temps que nous avons connues. Et donc, voilà à peu près ces problèmes-là. Maintenant, le dernier problème, c'est aussi dans la promptitude. Il y a des districts qui ont le système MAJPI, qui ont la connexion, mais qui mettent du temps aussi à notifier. Vous avez vu tantôt, la promptitude est, dans le mois d'octobre, la promptitude était de 98%. Mais il y a eu 2 districts, pour des raisons qui leur sont particulières, n'ont pas pu notifier à temps et ça nous a pas amené à 100%. Et on a eu une promptitude de 98%. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui influencent les résultats. Voilà. Si je peux résumer un peu les difficultés, ces difficultés-là se résument à peu près à cela. Et surtout au niveau de la SIMR, vous savez, la surveillance, la collecte, l'analyse des données, la collecte et l'analyse des données respectent beaucoup des étapes. Même ceux qui utilisent les données au niveau du centre de santé, pour que les données arrivent au niveau du district, il y a des temps morts, il y a des intervalles libres dont on n'arrive pas à toucher, on n'arrive pas à identifier les raisons pour lesquelles un agent de santé qui se trouve, par exemple, en milieu rural, n'arrive pas à envoyer ces données parce qu'il faut se déplacer pour envoyer les données. Il faut aussi qu'il ait un portable pour qu'il puisse appeler par SMS, par WhatsApp, le district. Il aurait été fabuleux si ce système-là était généralisé et que ce système-là était aussi implanté dans le milieu rural. On aurait eu moins de problèmes. Donc, voilà à peu près ce que je voulais dire là-dessus. Docteur Evois va certainement intervenir pour enrichir le débat. À vous, Docteur Evois. Merci, Docteur Obio. Je pense que Dr Obio a dit l'essentiel. Je voudrais simplement ajouter que notre système ISIMR commence seulement au niveau du district. C'est-à-dire, ce système-là ne commence pas au niveau de la communauté ni des centres de santé. Eux, on continue encore avec les versions papier qu'ils envoient au niveau du district. Et c'est seulement à partir du niveau district que nous avons implémenté la ISIMR. Donc, comme on l'a dit, avec les difficultés Internet, on associe cela avec les SMS. C'est-à-dire, si nous avons un district qui n'a pas la connexion, et pour pouvoir être dans la promptitude, il peut envoyer des SMS ou bien envoyer les informations, excusez-moi, envoyer les informations au niveau de la région pour que la région puisse notifier. Et au niveau des centres de santé ou au niveau communautaire, on utilise également les SMS. Merci, voilà ce que je voudrais ajouter. À vous. Merci, cher facilitateur, pour toutes les réponses claires et le partage d'expérience de vos pays dans la mise en œuvre de la surveillance électronique. On va passer au résumé de la session et puis clôturer dans 5 minutes. Docteur Obio, est-ce que vous pouvez arrêter le partage d'écran pour me permettre de partager le mien?
Merci. Merci beaucoup. Je vais partager le mien pour juste le résumer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui, c'est visible. OK. Donc, juste pour faire le résumé, merci à toutes les questions qu'on a eues par rapport à ce module-là pour pouvoir clarifier la surveillance électronique. Donc, ce qu'on doit retenir sur la surveillance électronique, c'est que c'est des applications d'outils électroniques pour la mise en œuvre des activités de surveillance pour faciliter les interventions. Il est important qu'on puisse mettre en place cette surveillance électronique et utiliser surtout les infrastructures qui existent et les systèmes existants. On ne recrée pas des systèmes, on se base sur ce qui existe. Maintenant, dans les pays où cette surveillance n'est pas mise en place, il faudrait la mettre en place avec les étapes nécessaires de mise en place. Donc, analyser, mettre en place les acteurs tant au niveau du ministère de la Santé que les acteurs en dehors du ministère de la Santé et les autres partenaires pour vous assurer que cette surveillance électronique, dès sa mise en place, va être une surveillance qui peut servir au système de santé. Et surtout, utiliser les outils déjà existants et les plateformes existantes pour cette mise en œuvre. Et rassurez-vous que quand vous utilisez ces plateformes électroniques, donc la surveillance électronique, vous utilisez aussi, vous mettez en œuvre les fonctions de base telles que la détection, l'analyse, la détection, la notification, l'analyse qui sont parmi les 8 fonctions essentielles de la surveillance. On peut l'utiliser pour la riposte comme Dr Emilienne l'a dit, dans le suivi des contacts, etc., etc. Donc, véritablement, la surveillance électronique est importante dans sa mise en place. Les problèmes de connectivité que nous tous nous connaissons peuvent être résolus par la mise en place des systèmes où la saisie peut se faire offline et que quand vous êtes en présence d'une connexion, vous puissiez envoyer les informations nécessaires à la hiérarchie pour que, à tous les niveaux, les analyses et les prises de décision puissent se faire de façon très prompte. Et juste pour vous montrer où est-ce qu'on en est au niveau de la région africaine, beaucoup de pays ont commencé à mettre en œuvre la surveillance électronique. Tout à l'heure, Dr Mathias Mosoko de la RDC vous a dit qu'ils sont en train d'expérimenter le EWARS dans 5 provinces. C'est important en tout cas que les pays qui n'ont pas encore mis en place cette surveillance électronique puissent, en concertation avec tous les autres partenaires, faire l'analyse de situation et voir comment est-ce que cette surveillance peut être mise à contribution pour que nos activités, nos interventions de santé publique pour la gestion des urgences puissent être améliorées davantage. Donc, pour terminer, vous le savez tous, on est à l'ère de l'informatique et de l'Internet. Il faut que la surveillance puisse bénéficier de ces avantages. Donc, mettons en place cette surveillance électronique. Si nous sommes des décideurs, regardons comment est-ce qu'on peut mettre à contribution tous les partenaires et tous les décideurs, tous les partenaires bailleurs aussi, pour que cette surveillance soit effective dans nos populations. Et comme c'est la dernière session de cette formation, je voudrais véritablement, au nom des organisateurs, au nom de tous les facilitateurs, remercier l'ensemble des participants qui, depuis le début en octobre, ont été très assidus dans le suivi de ces formations, de ces modules de formation. Je voudrais vous remercier parce que vous avez pris de votre temps, malgré vos occupations importantes. Vous avez pris aussi de vos moyens pour vous connecter parce que je suis sûr que la connexion n'est pas gratuite partout. Elle doit nécessiter des moyens. Vous avez fait des efforts pour vous connecter et ça, nous vous en sommes reconnaissants. Je voudrais vous rassurer que tous ceux qui ont participé à cette formation du module 1 au module 9 vont recevoir dans leur boîte le certificat de participation et je suis presque persuadé que ceux qui ont participé à ce module 9-là ont dû aussi participer au module 1, 2, 3, 4
2009. Et pour cela, nous vous remercions encore. Et pour terminer, comme on s'approche des fêtes de fin d'année, je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux à travers moi. Tous les organisateurs, tous les facilitateurs vous souhaitent une bonne et heureuse année 2022. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, Yam. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Merci, Dr. Yam. Bien que je n'ai pas intervenu, mais merci beaucoup. Au revoir à tous. À la prochaine. Allez, à la prochaine. Merci. Les facilitateurs, je ne sais pas, est-ce on peut se donner un lien dans 2 minutes juste pour débriefer? Parce que ce lien-là permet. Je vous envoie un message par Teams tout de suite. OK. OK.